l'occasion d'échanger là aussi, comme on l'a fait depuis le début de cette matinée, avec la salle. Je me tourne d'abord vers celle-ci pour savoir si vous avez des questions à poser, si certaines personnes souhaiteraient intervenir et poser des questions. Je vous rappelle que vous avez de part et d'autre des personnes qui vont vous remettre au micro. Alors, qu'est-ce que ça donne? Là, pour l'instant, ah si, une ici et une là. Monsieur, on va donner le micro ici. Il y a quelqu'un d'autre, je ne sais plus qui, de ce côté. On va vous le donner après, c'est madame qui va s'exprimer d'abord. Allez-y. Bonjour, rebonjour, Inès Yabra, Madib Santé. J'avais une question pour le chef de projet IMAG. Donc on a vu, merci pour cette présentation très claire, on a vu effectivement que vous aviez un certain nombre d'indicateurs sur les sites déployés. Ce que je disais tout à l'heure, il faut bien distinguer la notion de déploiement de la notion d'usage. Du coup, je voulais savoir, est-ce que vous aviez prévu en amont des indicateurs d'usage? Si oui, est-ce que vous pouvez nous donner de la visibilité là-dessus? Et la deuxième question, c'est quel est le dispositif d'accompagnement qui vous permet justement de transformer l'essai, c'est-à-dire de, au-delà de la machine, faire en sorte que les professionnels de santé l'utilisent? Et la troisième question, c'est est-ce que vous avez prévu justement un retour d'expérience de manière à faire bénéficier les autres territoires qui s'interrogent sur ce sujet, notamment en France métropolitaine, puisqu'aujourd'hui, on s'inscrit vraiment dans cette logique de coopération et de mutualisation. Et à mon sens, ça serait bien du coup de communiquer sur ce que vous faites. Oui. Alors, je vais répondre aux questions dans le désordre. La dernière, sur les questions de partage d'expérience avec les autres régions, oui, c'est quelque chose qui est inscrit dans le programme STIX-PACS dès le départ, puisque parmi les cinq régions retenues se retrouvent une fois à l'an pour faire un partage d'expérience. À côté de ça, il y a des indicateurs et des retours d'expérience qui seront faits, enfin des indicateurs qui seront donnés à travers un autre volet du projet IMAG, qui est un volet d'évaluation médico-économique. Donc c'est quelque chose qui est prévu, c'est une évaluation avant-après qui va comparer aussi bien sur les aspects médicaux que sur les aspects financiers les apports du projet IMAG. Et donc, sur l'accompagnement, la conversion de l'essai, bien le projet IMAG a donné lieu à un appel d'offres public. Dans cet appel d'offres public, l'accompagnement au changement est un volet important. Aujourd'hui, par exemple, nous venons de mettre en place avec les prestataires des rencontres mensuelles ou bimensuelles, excusez-moi, je ne me rappelle plus précisément, sur l'utilisation avec les professionnels, les utilisateurs d'IMAG, sur des schémas de visioconférence. Il y a un plan de formation qui a été mis en place et un accompagnement qui est prévu sur la durée et régulier. Bien sûr, le GCS intervient sur tous les volets, hormis le volet purement métier médical. Ça, c'est l'industriel et ses ingénieurs d'application qui accompagnent. Mais sur tous les autres aspects de gestion de projet, aspects réglementaires, le GCS accompagne l'ensemble des établissements. Merci. Monsieur Dr. Jean Mogad, une question très très simple. C'est parce que je n'ai pas bien entendu ce qui avait été dit. C'est un projet partagé, Guadeloupe, Martinique-Guyane, c'est très bien, ça fait plaisir. Ça touche la population, ça touche les professionnels de santé. Il y a un annuaire commun aux 3 départements. Et ça s'est fait simplement ou est-ce qu'il y a eu des difficultés? Ah non. Rien n'est facile, et c'est pour ça qu'on est là et que je disais que l'apport de la mutualisation des compétences, des expertises a été une plus-value énorme sur ce projet, et on avance. Alors sur la mise en place des référentiels partagés, chaque région a déjà en place des stratégies et des outils de constitution d'alimentation des référentiels régionaux. Il s'agit d'alimenter un référentiel IMAG, donc une couche au-dessus, pour tout ce qui concerne les patients pris en charge en imagerie, et de pouvoir en ce qui concerne par exemple les patients, mais c'est vrai aussi pour les professionnels de santé, de pouvoir
à partir de ce référentiel commun qui est alimenté par les 3 référentiels, pouvoir mettre en place des outils de corrélation d'identité pour faire correspondre des patients qui viennent des 3 régions, mais carrément de l'ensemble des 35 établissements à terme, les réconcilier, on dit, donc les corréler pour s'assurer au niveau IMAG qu'il s'agit bien du même patient à chaque fois. Mais ce n'est pas une affaire simple, ça demande du temps et on progresse avec tous les garde-fous qu'il faut pour éviter les erreurs, parce que c'est un sujet très sensible. Mais on y arrive facilement, parce que j'ai entendu ce que disait le représentant de la Guadeloupe tout à l'heure, qui semblait dire qu'effectivement, c'était l'identité et vigilance, c'est ça? L'identito-vigilance, oui. Voilà. On y arrive facilement. Non, c'est une problématique qui... Enfin, je vais peut-être laisser le collègue répondre. Oui, parce que vous en avez parlé, effectivement, j'avais l'impression que ça se passait, ça coulait de source, on avait maîtrisé la technique, la technologie en la matière. Non, ça ne coule pas de source. C'est une... exigence. Penser identito-vigilance dès le début, c'est important. Plus on est sûr de l'identité avant d'entrer dans le PACS, mieux c'est. Parce qu'après, en fait, l'identité ne commence même pas au gestionnaire d'activité de radio, il commence déjà au logiciel de serveur d'identité de l'établissement, de la structure, que ce soit un cabinet ou autre. C'est de là que ça part. Mais l'intérêt, c'est que quand il y aura une correction d'identité, que ça se fasse en cascade. Ça, c'est au niveau d'un établissement. Mais là, on parle... de 3 sites. De 35 sites. Oui, comme ça, oui. Qui connaissent... les 3 régions. Qui peuvent connaître le même patient différent. C'est-à-dire, c'est un numéro, en fait, l'identité. Donc, ils peuvent créer un numéro différent. Vous pouvez vous retrouver avec un patient qui est passé sur 4 sites avec 4 numéros différents. Et en méta, il faudra les réconcilier. Il faudra que quand on parle au niveau IMAG interrégional, qu'on sache de qui on parle. Très bien. Merci. Monsieur, une dernière question. Excusez-moi, je fais partie des industriels du IMAG et l'identité est quelque chose de sensible. Je reviens de dire que l'identité, IMAG est né sans les fondamentaux qui existaient avant en Martinique, un serveur d'identité de fédération d'identité qui existe, où les établissements sont raccordés. La Guadeloupe, qui était déjà initié par le CHU de Guadeloupe, n'oublions pas, avait un serveur d'identité qui avait fait un travail, il y a un serveur d'identité de fédération, qui ça, au niveau de GCH Archipel, qui vont faciliter, qui ont réconcilié les identités et qui sont connectés à un serveur d'identité de fédération au niveau d'IMAG. Donc, en fin de compte, 2 logiques importantes, ce qu'on appelle un méta-annuaire IMAG, où il y a les annuaires des professionnels de santé qui existent actuellement en Martinique, qui existent en Guadeloupe, et demain en Guyane, et un annuaire qui existe au niveau de la structure de IMAG Global, de professionnels de santé et d'identité patient. Par contre, l'identité, comme vous l'avez dit, ce n'est pas un problème technologique, c'est un problème organisationnel, c'est un problème d'identité-vigilance, d'organisation des process, au sein de l'établissement, comme vous l'avez dit, au sein de la région, au sein de l'interrégion, et ce ne sont pas du tout un défi technologique, puisque les 3 régions, et je peux le dire, et je suis fier de le dire aujourd'hui puisque je suis l'industriel, ce projet-là et des fédérations d'identité n'existent pas en métropole, ils existent dans les Caraïbes, et vous verrez ailleurs, ils existent dans l'île de la Réunion. Et ça, c'est un point fort qu'il faut souligner, parce qu'il ne faut pas se diminuer. Ce sont des projets innovants, vous êtes sur la bonne voie, mais il faut que tout le monde mette de l'huile. Donc on retient qu'il ne faut pas mettre tout sur le dos de la technologie, mais l'humain est important. Alors justement, c'est une bonne transition pour la suite des choses, puisque nous allons passer tout de suite à une table ronde avec comme thématique comment intégrer les techniques de conduite du changement dans les pratiques professionnelles pour des projets systèmes d'information réussis. C'est donc la dernière séquence. C'est en quelque sorte un regard croisé qu'on va porter entre professionnels de santé d'un côté et 2 structures d'accompagnement des projets qui font partie du panel. En l'occurrence, l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux, l'ANAP, et également le groupement de coopération sanitaire SIS Martinique. 2 structures représentées respectivement dans ce panel par Didier Alain, qui est manager et responsable de programme à l'ANAP, et Louisa Milia, est-ce qu'elle est déjà là ? Qui est chef de projet au groupement de coopération sanitaire. Nous avons également Henri Wind, qui est praticien hospitalier au CHU de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, Marceline Bussy,
cadre de santé au centre hospitalier du Marin, Odile Akrong, cadre de santé au CHUM. Et nous avons également, M. Nabil Manso, qui devait être avec nous, ne peut être présent. Voilà, et puis bien sûr, j'allais oublier Jean-Marie Kinowski, praticien hospitalier, qui nous a parlé tout à l'heure du CHU de Nîmes. Alors, je l'ai dit, comment intégrer les techniques de conduite de changement dans les pratiques professionnelles pour des projets de système d'information réussis? On connaît la propension des humains que nous sommes à être rétifs au changement et à rester en quelque sorte dans leur zone de confort. D'abord, je me tourne vers les deux représentants des structures d'accompagnement de projet. Est-ce que ce constat saute aux yeux lorsque vous entamez une démarche d'accompagnement de projet? On commence peut-être par vous, monsieur. Ah oui, on va vous laisser un micro. Parfait. Bon. Merci. Alors, évidemment, je vais aussi remercier l'ARS et le GCS de m'avoir, 4 ans après, je crois, la première fois invité sur l'île. Oui, évidemment, on constate la même chose. Alors, en fait, je vais vous dire un truc, et ça va être assez simple. C'est pas à l'ANAP de parler de conduite du changement. La conduite du changement, c'est vous, c'est les professionnels qui sont dans la salle. L'ANAP, l'ARS, le GCS, on ne sert à rien en fait. On ne sert à rien. Donc je ne vais pas être très long parce que je vais passer la parole aux gens qui font vraiment les choses. Et vous avez un poste d'observation quand même, puisque vous êtes en contact. Oui, alors on observe, on voit des choses, on peut, avec les professionnels, essayer de créer des situations où les usages se développent. Les usages, ils se développent comment? Alors ils se développent déjà en comprenant à quoi ça peut servir l'informatique. Voilà, on a eu des vrais retours d'expérience de vrais gens sur le terrain qui utilisent des vrais systèmes. Donc le vrai sujet, c'est ça. C'est d'abord à quoi ça sert concrètement. D'accord? Et ça ne sert pas à faire plaisir à Madame la Ministre ou à Monsieur le Directeur de l'ANAP ou à Monsieur le Directeur de la ZIP. Ça sert à faire des choses sur le terrain pour les professionnels, pour les patients. Donc ça, nous, on peut annoncer tout ce qu'on veut au niveau national. Ça reste quelque chose d'exogène. La vérité, elle vient de ce que font les professionnels avec les outils. Le deuxième sujet, c'est bon, on est content, ok, il y a plein de promesses. Alors, vous avez vu la liste des promesses qu'on a vues ce matin, c'est un truc, c'est une liste, enfin, c'est le truc au Père Noël, quoi. On a la e-santé, la promesse, on peut la résumer en une belle phrase, et puis on peut lister derrière 25, 30, 40 promesses. Toutes ces promesses, ça restera des promesses, et ça reste en partie des promesses, parce qu'on ne s'est pas donné les moyens collectivement de traiter les points durs qui empêchaient le développement des usages. On a là des gens brillants, des agences nationales brillantes, là je vais encore parler, faire le mec intéressant, qui proposent des trucs, qui proposent des systèmes intéressants, sauf qu'en réalité, sur le terrain, les problèmes très concrets, le diable se cache dans les détails. Hein, et donc, lever ces obstacles, ce qu'on appelle nous dans notre jargon les points durs, ça peut être fait qu'à partir du moment où on a une maille d'analyse sur le terrain extrêmement fine, extrêmement concrète. On peut prendre plein d'exemples. Hein. Jean-Marie, vous avez parlé de la prescription du médicament. Voilà. Un exemple, comment on fait pour que les docteurs ils acceptent de passer du papier à l'outil informatique? Voilà. C'est pas nous qui allons leur dire comment. Pour trouver les trucs et les solutions, il faut que ce soit les professionnels qui travaillent à faire émerger entre eux les solutions qui vont permettre de lever les obstacles au développement des usages. Donc j'avais promis d'être court, et je vais essayer de m'y tenir, parce qu'en fait je pourrais parler 2 heures. On a bien juste, je voudrais dire 2 choses, parce qu'il y a quand même 4 ans, enfin une chose en fait. Il y a 4 ans, je suis venu ici à l'invitation de l'ARS pour lancer ce grand projet régional qui était financé par le programme Hôpital 2012. 4 ans après, on est là. Ça a été un projet difficile, avec plein d'écueils. Moi, je voudrais vous dire une chose. D'abord, vous n'avez pas à rougir du travail que vous avez fait. Vous avez fait énormément d'efforts. Les obstacles qui ont été sur votre route ont été nombreux et je ne pense pas qu'on puisse accuser les acteurs martiniquais d'être responsables que le projet n'ait pas atteint tous ses objectifs. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous soyez, dont vous devez être vraiment persuadés. Il y a plein de gens qui disent que la Martinique ne peut pas faire de projet aussi ambitieux, etc. Je n'y crois pas plus aujourd'hui que je n'y croyais il y a 4 ans. Donc je suis persuadé que vous avez tout ce qu'il faut pour réussir ce projet. Et donc le deuxième message, il est parfaitement évident dans la suite, c'est qu'aujourd'hui, moi, ce que je souhaite, c'est qu'en fait, ce soit la renaissance ou la relance. C'est la première journée, mais c'est peut-être en fait le redépart d'une dynamique régionale
qui jusqu'à présent c'est pas réellement mise en place dans la durée. Voilà. Donc c'est ce message que je voulais faire passer. Puis je vais laisser la parole à des vrais gens qui font du vrai travail et qui font pas que du discours. Mais pour finir, cette dynamique, elle marchera que si vous, les professionnels, vous impliquez. C'est pas la peine d'imaginer que, aussi brillants soient-ils, les équipes du GCS, les consultants pourront développer les usages à votre place. Donc voilà, je finis là-dessus. On a un dispositif d'ambassadeurs à la NAP. Les ambassadeurs, c'est qui? C'est les professionnels qui construisent les usages. Donc j'invite les acteurs du système martiniquais à candidater à ce dispositif et monter dans la barque des 100 professionnels aujourd'hui en France qui sont déjà à l'œuvre pour développer les usages du terrain entre eux. Voilà, j'en dis pas plus. Merci donc pour la nappe, monsieur Didier Alain. Je vais quand même poser également la question à Louisa Milia, qui est chef de projet au groupement de coopération sanitaire. Est-ce que vous partagez là la même appréciation que vient de porter monsieur Didier Alain lorsqu'il nous disait en substance qu'il fallait peut-être plus donner la parole aux autres et que vous n'aviez en quelque sorte, dans ce regard croisé, peut-être pas grand-chose à dire? Alors, je partage son point de vue partiellement. Alors, ce que je peux dire en tant que représentante du GCS, c'est qu'en fait, nous avons accompagné les établissements dans la mise en place de leur système d'information, enfin, dans l'informatisation de leur système d'information. Et avec évidemment une démarche, une méthodologie. Et je crois qu'aujourd'hui, la conduite du changement, elle n'est pas que l'affaire du GCS, mais elle est effectivement, là je rejoins monsieur Alain, l'affaire des établissements. La conduite du changement, c'est une démarche, c'est une implication, c'est un pilotage, c'est une méthodologie que tous les établissements devraient justement acquérir pour mener à bien les projets. Donc le thème de l'atelier, de la table ronde justement, c'est comment intégrer les techniques de conduite du changement pour des projets systèmes d'information réussis. Je crois que des systèmes d'information, en tout cas une mise en place, une informatisation des systèmes d'information réussis, passe par des projets, donc des projets de conduite du changement et une implication de tous les acteurs. Nous avons au GCS une part dans la mise en place des projets, mais les professionnels ont, je dirais, la part la plus importante, qui effectivement va consister à prendre en main les outils, à s'approprier les outils et à effectivement en avoir des usages. Voilà. Vous avez un petit peu de recul sur ce qui a pu déjà être fait, justement, entre le moment où c'est présenté, où on se lance dans cette dynamique, et puis le moment où on commence à voir des choses évoluer. Par exemple, on a beaucoup dit ce matin que certains pensaient d'abord à la technologie, etc., on ne comprend rien, etc. Et puis, il y a peut-être tout un travail de fait, d'évangélisation presque, hein, dans le sens où vous disiez connaître la machine, il ne faut pas en avoir peur, etc., et que ça dépend avant tout de nous, acteurs. Oui. Alors, je dirais qu'aujourd'hui, avec le recul que nous avons sur la mise en place des différents systèmes dans les établissements, alors l'évolution elle est effective, hein, puisque les usages sont là, donc les outils qui sont mis en place sont utilisés. Dès lors que nous arrivons dans de nouveaux secteurs, nous devons justement, c'est un petit peu le message que je voudrais faire passer, en matière de conduite du changement, c'est bien appréhender les difficultés qui peuvent être présentes lors de la mise en place des systèmes, mais pas seulement sur le plan, je dirais, professionnel, mais sur le plan humain, puisqu'en fait, quand on parle de conduite du changement, on parle des hommes. Donc, arriver à les impliquer dans la mise en place du système, arriver à faire que le système se mette en place avec justement le moins de réticence possible, je crois que si on mène cette conduite du changement, on devrait arriver à mettre en place des systèmes de manière plus douce pour tout un chacun. Voilà. Merci. Peut-être monsieur Henri Wind, qui est donc praticien hospitalier au CHU de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Alors, quelle est votre perception des choses? Comment vous envisagez cette interrogation? Écoutez, je suis flatté de venir aujourd'hui pour parler de la mise en place d'un système d'information réussi, même si on n'en est pas là complètement, puisqu'on est en plein dedans, on n'a pas complètement terminé. Je ne sais pas, oui, pour moi, ces projets, c'est des projets humains, ce n'est pas des projets techniques, je ne vais rien vous apprendre de particulier, mais il me semble qu'il faut avoir beaucoup de proximité avec le terrain. Il faut être du terrain, probablement. Et voilà, donc
En ce qui nous concerne, chez nous, on a une équipe projet qui me semble légitime, puisque voilà, elle a été choisie et pas subie. C'est avant tout un chef de projet informatique qui a toujours été là et qui est impliqué là-dedans, un chef de projet médical que je suis et qui est dans l'établissement depuis une vingtaine d'années. Légitime parce que je suis aussi président de la sous-commission informatique à la CME, donc voilà, je suis en connexion avec la CME. Et puis un chef de projet au niveau de l'éditeur voilà, l'éditeur a eu l'intelligence de recruter une cadre de santé du CHU de Pointe-à-Pitre pour mettre en place le logiciel, et c'était très cohérent, et donc elle connaît bien l'établissement, elle connaît bien les interlocuteurs, et voilà, c'est quelque chose qui fonctionne. Bon, c'est pas aussi simple que ça. Hein. Justement, c'est ce qui nous intéresse, ce qui n'est pas simple. Hein. Ce qui n'est pas simple. Voilà. Oui. Alors, bon, on en est à 9 services informatisés sur environ 35 unités, enfin, au sens large. Donc on n'est pas encore arrivé à la cible. On a fait essentiellement des services où il y avait des moteurs, où des gens étaient motivés, des porteurs de projets étaient motivés, aussi pour montrer aussi que ça fonctionne. Si on commence par un échec, à mon avis, c'est un peu compliqué après de montrer que tout marche. Oui, il y a beaucoup de réticence, au changement, ça c'est sûr, que comme dans tout projet. Bon. Et dans la méthode, vous réfléchissez déjà justement au fait que vous allez être confronté à ce genre de choses et établissez en quelque sorte des stratégies justement pour voir comment les contourner. Alors la communication, c'est quand même important, même si au début du projet on n'avait pas beaucoup communiqué. Là, on en est vraiment à communiquer, et donc voilà, les gens. Et puis effectivement, comme ça fonctionne dans pas mal de services, les autres services viennent et demandent finalement à être le prochain service informatisé. Et malheureusement, on n'a pas les moyens d'informatiser tous les services en un an. On est obligé d'échelonner, parce que nous aussi, on a des problèmes financiers. Et donc, oui, la communication. Alors après, on est en train d'essayer de remplacer l'éditeur par une équipe autonome. Et là, on en est au transfert de compétences de l'éditeur vers une équipe projet, encore plus étoffée, avec des soignants, des infirmiers. Sur la base du volontariat, là aussi ? Sur la base du volontariat, oui, on a fait passer un casting. Voilà, donc on a eu pas mal de volontaires, et donc ils sont en train d'acquérir la compétence. Ils sont issus de services déjà informatisés, donc là aussi ils sont légitimes, ils savent de quoi ils parlent, et ils sont sur le terrain. Bon, ça marche plutôt pas trop mal. Oui, plutôt bien. Très bien. Alors justement, du côté du CHUM, par exemple, Odile Acrong, je rappelle que vous êtes cadre de santé au CHUM. Oui, il demande de garder le micro de ce côté-là. Vous avez ça suffira. Comment vous vivez les choses, vous ? Alors, bonjour, Odile Acron, cadre supérieur de santé, et je précise que je coordonne tous les blocs opératoires du CHUM. Alors, pourquoi je parle bloc opératoire ? C'est pour que vous puissiez savoir qu'on a effectivement informatisé, déployé le système informatique sur les blocs. Et je précise les blocs pour bien vous faire savoir que c'est un contexte difficile, complexe, où on travaille avec différentes personnes. Donc, on est vraiment en lien avec différentes catégories professionnelles, différentes façons de voir les choses. Et vous imaginez développer un système informatique dans ce secteur-là, le travail que ça demande. Effectivement, on a mis en place un groupe projet en lien avec le GCS, le service de système informatique du CHU, mais aussi on a eu besoin d'impliquer énormément le personnel du terrain. C'est-à-dire, quand je dis du terrain, dans le groupe de travail, il a fallu absolument mettre des infirmières spécialisées sur le système, parce qu'il fallait paramétrer le système, mais faire comprendre aux chirurgiens pourquoi on passe par ce système-là, parce qu'après, il faut leur faire comprendre que ça va nous permettre en amont de planifier le patient, d'avoir l'information sur le patient jusqu'à son arrivée au bloc, jusqu'à sa sortie du bloc. Et tout ça, c'est quand même une implication personnelle, une implication, puis aussi accompagner les équipes, parce que le bloc opératoire, c'est quand même
je dis entre guillemets, la ville dans la ville. Donc, ils ont un peu peur des changements. Quand on leur dit, ça va passer par-ci, mais est-ce que ça va marcher? Surtout que le bloc est quand même une zone assez stricte sur sa traçabilité, sur son compte-rendu. Donc, vraiment, ça a été un moment très, très, très difficile. Et à ce projet-là, il fallait associer aussi les services techniques. Juste vous rappeler qu'on a commencé par déployer ce système par partie, par phase. Et on a commencé par l'hôpital de PZQ, qui est quand même un établissement ancien, où il fallait refaire tous les réseaux. Donc, on avait besoin de collaborer avec le service technique, de collaborer avec le service informatique et de mettre tout ça en lien pour que tout le monde puisse comprendre pourquoi on passe par là et pas par là pour pouvoir réussir ce projet. Aujourd'hui, on a réussi à le déployer entièrement sur toutes les salles d'intervention de l'hôpital de PZQ, de Pierre-Zobda Kittmann. On l'a fait fin d'année pour l'hôpital de l'AMFME et aujourd'hui, on doit aller un peu plus loin pour continuer ce déploiement. Mais ce déploiement, on avait besoin, en même temps, on est arrivé dans une période où il y avait la fusion de plusieurs établissements avec plusieurs cultures et il fallait prendre en compte toute cette différence pour pouvoir emmener tout le monde vers le même chemin. Donc, c'est vrai, ça a été très, très difficile. Mais vous j'ai mouillé ma chemise. Le personnel volontaire et motivé a aussi mouillé sa chemise. Et aujourd'hui, on n'est pas arrivé au summum. Hein. Ce logiciel a la possibilité de nous faire plein de choses. Mais aujourd'hui, on est à une étape où on commence à être satisfait de ce que ça nous donne et on espère que ça va aller plus loin. Si j'ai bien compris ce que vous disiez tout à l'heure, au niveau des réticences notamment, mais vous dites, je vais essayer de reprendre vos propos, il a fallu faire comprendre aux chirurgiens que le temps qu'on nous prenait, etc., ça veut dire qu'effectivement, là aussi, il y avait de la réticence. Alors, je vais vous dire que le plus grand frein qu'on a eu sur la mise en place de ce logiciel, ce sont les chirurgiens. Parce qu'ils n'arrivaient pas à comprendre. Ils se disent, on va se faire contrôler, on aura des yeux pour nous voir notre activité, mais ce n'est pas normal. Et en même temps, pour qu'un outil puisse fonctionner, il faut qu'on voit si ça marche bien et qu'est-ce qu'il faut améliorer pour que ça marche mieux. Et aujourd'hui, on a quand même, Monsieur Lanape, des recommandations de Lanape qui nous donnent des indicateurs nous disant si notre bloc fonctionne ou pas. Et quand les chirurgiens ont compris qu'on allait faire cette démarche, pour eux, on avait l'impression qu'on mettait des veilleurs à leur dire « vous travaillez pas bien, vous n'êtes pas bien, on va vous prendre des vacations ». Et ça a été... Et jusqu'à un certain moment où c'était le logiciel qui n'était pas bon et non l'organisation qu'il fallait revoir. Oui, monsieur. Oui, je n'aurais pas passé tout à fait pour un imposteur quand même. Sur ce sujet précis, effectivement, il faut assumer dès le départ que le système d'information, c'est quelque chose qui va amener beaucoup plus de transparence qu'il n'y a avant. Alors vous savez, les recettes de la conduite du changement, c'est classiquement informer, former, communiquer. On le met dans l'ordre qu'on veut. On oublie toujours que dans la conduite du changement, il y a convaincre ou se mettre d'accord. Un des problèmes de l'informatisation dans une organisation, c'est que vous donnez la capacité de voir des choses qui n'étaient pas vues avant. Donc une des choses que nous, on a apprises du terrain, c'est que quand on informatise, on doit d'emblée mettre sur la table qu'est-ce que ça va changer dans l'organisation. Et en particulier, bah oui, on informatise le bloc, ça va contrôler le travail des chirurgiens. Oui, bah, si on commence à les enfumer en leur disant mais non, c'est pas pour ça, c'est pour faire que de la qualité médicale, ça va pas marcher parce qu'à un moment ou un autre, ils vont découvrir le poteau rose. On peut prendre plein d'exemples sur la biologie, informatiser des laboratoires en, par exemple, développant la polyvalence des techniciens de labo sur les paillasses. Ah, mais alors, si on leur dit pas qu'à un moment, on va réfléchir aux effectifs, d'une part, on se prive de la possibilité de réaffecter des objectifs des techniciens de laboratoire à d'autres activités. Et si on ne leur dit pas qu'au fond, on a besoin de faire des efforts sur la productivité et donc de diminuer les postes sur une activité, on les enfume. Mais ils vont le voir. Donc à un moment ou à un autre, ils vont planter le projet. Et généralement, ils le voient beaucoup plus tôt qu'on l'imagine. Donc dans la conduite du changement, il y a bien... Je regarde mon organisation, j'ai le courage en tant que maître d'ouvrage de regarder quels sont les objectifs et comment on les partage. Et puis on se met autour de la table pour se mettre d'accord. Donc, il faut accepter que le système d'information et les projets d'information amènent beaucoup plus de transparence et donc, de fait, vont générer des frictions
très importante entre les parties prenantes, des changements de tâches, enfin, plein de choses dont vous pouvez parler beaucoup plus avant que moi. Mais si on ne prend pas ça en compte dès le départ, on prend la dimension technique et pas la dimension humaine, donc on plante le projet. 90% des échecs sont là. Hein. Il faut s'assurer aussi qu'une fois qu'on a dit qu'on est d'accord, qu'on est bien d'accord. C'est-à-dire qu'il faut contrôler. Le dire, voilà. Il faut contrôler. Voilà. Alors, du côté du centre hospitalier du Marin, Marceline Bussy, quelle est votre appréciation des choses ? Oui, déjà, bonjour. Je remercie avant tout M. Marie-Sainte de m'avoir permis de participer à cette table ronde. Je suis effectivement cadre de santé au centre hospitalier du Marin, au sein de 2 unités. Une unité, mais par rapport au projet d'informatisation du dossier patient, de 2 unités de services de médecine polyvalente, donc de patients qui relèvent de médecine polyvalente et de soins de suite et de réadaptation. Le centre hospitalier comporte actuellement 60 lits. Et donc, j'ai été missionnée sur ce projet. Alors, effectivement, comment intégrer ces techniques de changement au sein des équipes? Il faut, je pense, déjà avoir la fibre informatique. Déjà en tant que cadre de santé, en tant que retour d'expérience, il faut déjà avoir la fibre informatique numérique et déjà être convaincu de l'instauration d'un nouvel outil au sein de l'organisation du travail. Donc, être convaincu de cet intérêt-là, de cet outil-là, qui permet d'améliorer la qualité de la prise en charge du patient, mais surtout la qualité de la traçabilité des actes du dossier. Alors, c'est vrai que le but est également de recueillir le maximum d'informations, le maximum de données dans le cadre de la prise en charge du patient, données qui seront liées ensuite au PMSI, mais également aux données IPAX que l'on remplit chaque année, et tout en sachant que l'informatisation du dossier patient répond aux critères de sécurité et de confidentialité dans le cadre de la démarche qualité. Donc, étant dans cette démarche-là depuis un certain nombre d'années, l'informatisation du dossier patient répond à la qualité de la prise en charge du patient. Alors, effectivement, je ne vais pas m'étendre sur le gros travail de paramétrage du logiciel qu'il a fallu faire en amont avec le GCS et Ideomed pour pouvoir coller au mieux les besoins des activités du service. Mais il a fallu effectivement fédérer énormément les équipes sur le terrain vis-à-vis de ce projet-là. Essentiellement les équipes IDE et aides-soignantes, également secrétaires à un tel projet. Donc un vrai travail de motivation et de pédagogie auprès des équipes. Vous avez trouvé beaucoup de personnes de ressources autour de vous, justement, qui aient cette fibre informatique à laquelle vous faisiez allusion tout à l'heure. Oui, effectivement. Donc, il faut. Il y a déjà. Enfin, je dirais que déjà, en tant que pilote, il faut déjà bien comprendre et bien intégrer le logiciel pour un meilleur accompagnement des équipes. Et puis, je ne dirais pas une promesse d'accompagnement, mais mettre en place tous les moyens et les outils nécessaires à la mise en place, au déploiement de l'outil. Donc j'ai parlé de la maîtrise du logiciel. Et puis, comment dirais-je, lors du déploiement, au préalable, il a fallu effectivement former le personnel, donc organiser les départs en formation, organiser les participations aux différents séminaires, et puis mettre en place une organisation, plusieurs équipes lors du déploiement au sein du service le jour J. Donc pour cela, il a fallu accompagner, surtout en matière de méthodologie, les différents agents pour prendre au mieux en charge et les patients et assurer la traçabilité des données sur le logiciel. On a vu le reportage tout à l'heure sur le Marin. On a l'impression que ça fonctionnait plutôt bien. Depuis le début de cette expérience, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Que c'est quelque chose qui fonctionne très très bien, ou il y a beaucoup de travail encore à faire? Il y a encore du travail puisque le logiciel ne permet pas à 100%
de tracer toutes les données par rapport aux activités, mais c'est vrai qu'il y a eu une très bonne acceptation de l'équipe et à l'heure actuelle, il y a une très bonne maîtrise des agents grâce à cet accompagnement des référents des différentes équipes, que ce soit les aides-soignantes et surtout les infirmières. Il y a une très très bonne maîtrise et une très très bonne utilisation de l'équipe au logiciel. Effectivement, c'est pas évident avec les aléas, les imprévus dans le cadre de l'activité, d'être toujours au fait et de tracer les actes, je dirais, en temps réel. Mais effectivement, il y a une très bonne approche et une très bonne maîtrise du logiciel. Donc un certain confort également pour ceux qui s'y sont, qui ont adhéré. On formule effectivement des demandes d'évolution qui apparaissent aux différentes versions, mais régulièrement nous sommes en contact avec le GCS pour transmettre nos difficultés et formuler des demandes d'amélioration en matière de paramétrage. Merci. Monsieur qui est du CHU de Nîmes, Monsieur Jean-Marie Kinowski, au vu de ce que vous entendez, alors on a pris le cas du centre hospitalier du Marin tout à l'heure, vous avez fait allusion à ça tout à l'heure en voyant. Comment vous, à votre niveau, ça s'est passé? Là aussi, on a le sentiment que les choses ont plutôt bien fonctionné relativement facilement. Quand je regarde le titre, là, je vois changement des pratiques professionnelles. Donc, ce qui paraît assez évident, mais pas toujours réalisé, c'est qu'il faut impliquer les professionnels. C'est à eux de s'entendre sur le fait que leurs pratiques vont changer et comment on va réaliser ça. Donc, impliquer les professionnels dans la conduite du changement, dans le déploiement, l'assistance au déploiement, je pense que je vois que c'est ce que vous avez envisagé de faire. Ça me paraît un bon gage de réussite, même si ce n'est pas le seul, évidemment. Après, en tant que professionnel, sur le circuit du médicament, par exemple, qu'est-ce qui se pose comme question, les médecins? Bon, ok, vous voulez informatiser, hein, qu'est-ce que ça va m'apporter à moi dans mon quotidien? Donc, il faut essayer de trouver... parce qu'il y a toujours des choses qui vont pas arranger, quoi, on va dire. Donc, il faut essayer de trouver quelques points à mettre en avant pour convaincre les gens qu'il y a un intérêt à passer à l'informatisation. Et puis il y a une partie ergonomie aussi, parce que ça c'est ce qui revient, ce que vous reprenez en retour de bâton d'entrée, si il y a une ergonomie un peu déficiente, on va dire, c'est-à-dire si je perds du temps, etc., ça c'est ce qui revient en premier, quoi. Donc il faut trouver des usages un peu attractifs et puis garantir une ergonomie optimale, enfin en tout cas... qu'il n'y ait pas trop de perte de temps dans l'usage. Je prends juste un exemple. Alors, ce n'est pas un exemple à généraliser, mais c'est un exemple de non-réussite de quelque chose. Sur le CHU de Nîmes, on est informatisé depuis longtemps, etc., avec une vraie dynamique, une intégration des outils. Le DP, on en a parlé tout à l'heure, arrive. Donc, le DP il a été fait pour les officinaux. Et puis, il y a quelques temps de ça, on fait un test du DP à l'hôpital. Bon, chez moi, un anesthésiste super motivé pour l'utiliser en consultation. Il a fait évoluer son logiciel pour que ça puisse intégrer le truc, etc. Et au final, on fait le bilan à 1 an. Il y a eu 4 peut-être utilisations sur l'année, alors qu'il était super motivé, etc. Chez nous, on s'est dit le DP arrive, super. On ne l'utilise pas. Parce que l'usage n'est pas au rendez-vous. Il faut encore que ça évolue. Donc si le produit n'a pas d'utilité réelle, il ne sera pas utilisé, quoi. Alors on n'en est pas là dans des outils comme un DPI. Là, évidemment, il y a plein d'usages évidents, mais il ne faut pas se planter sur des petits détails comme ça qui peuvent... faire capoter le... Mais lorsqu'on fait le constat, il faut tout de suite après essayer de voir comment et pourquoi ça ne répond pas à un besoin. Disons que le constat, il faut le faire en amont, quand on prépare son projet, qu'on choisit son logiciel, etc. C'est pour ça qu'il faut faire participer très en amont les professionnels dans la chaîne de décision, pour justement repérer les points potentiels de friction et essayer de
même si on ne peut pas les régler d'entrée, mais avoir un plan de développement avec l'industriel ou autre pour qu'on fasse évoluer le système et qu'il s'adapte à votre environnement, quoi. Ça renvoie à l'idée de co-construction évoquée tout à l'heure ce matin. Monsieur. Oui, j'aime bien parce que les docteurs parlent toujours d'informatique, alors je vais parler de pratique. Nous, ce qu'on entend beaucoup des médecins, c'est un clic, une seconde. Donc, les usages, c'est ça. Parce que là, ce que vous évoquez, en fait, Jean-Marie, c'est l'appel en mode web du DP. Donc, à partir du moment où vous avez un logiciel qui n'est pas intégré dans votre environnement de travail, et on vous impose de changer de présentation, d'accéder à un jeu d'informations qui est tout à fait différent et non intégré avec votre environnement de travail initial, on perd 80% des médecins. Et c'est bien normal. Donc encore une fois, alors je dis c'est bien normal, évidemment je pourrais me faire assassiner dans la salle par toutes les personnes qui ont dit on va d'abord passer par une étape web, au hasard par exemple pour le DMP, c'est déjà bien, on clique sur un bouton, on y accède en mode web. Ouais, sauf que le docteur, quand vous êtes face à lui, quand je dis 80%, en fait c'est 99% des médecins refusent, et c'est bien normal d'avoir 5, 10, 20 secondes de plus pour accéder à un outil que s'il était parfaitement intégré. Donc le pilotage par les usages, c'est aussi ça, c'est aussi entendre et être en mesure d'aligner les projets d'informatisation par rapport aux exigences des professionnels. Alors ces exigences, elles ne sont pas toutes puissantes, on l'entend évidemment, sauf qu'il y a des choses qui ne sont pas négociables. Et si on ne sait pas les prendre en compte, c'est pas la peine de faire de la techno. Donc, alors facile à dire quand on n'est pas à l'implémentation ou à la décision, à la maîtrise d'ouvrage de systèmes informatiques. Mais voilà. Alors moi, il y a des choses aussi sur lesquelles je suis très... vous avez été assez elliptique sur les changements de pratique, mais sur le médicament, le truc est super riche. Un des sujets, c'est comment, sur un CHU, avec... autant de prescriptions, de modes de prescription, je ne sais pas moi, au hasard des AVK, etc., qu'il y a quasiment de praticiens, comment on fait pour les faire converger sur des modes de prescription communs? Enfin, moi, je pense que c'est un des sujets aussi là qu'on a sur le changement de pratique. Et le potentiel, il est là aussi. Ouais. Ah oui, il répond, allez-y. En tout cas, c'est un des leviers qui permet à certains médecins d'adhérer à l'informatisation de leur dossier. Parce qu'effectivement, il y a une aide à la prescription qui paraît intéressante et parfois ils sont perdus dans tout un tas de molécules ou alors ce n'est pas leur spécialité, ils doivent prescrire en dehors de leur spécialité quand même de temps en temps. Et effectivement, alors, si on a bien conduit le paramétrage du logiciel, il s'y retrouve avec des protocoles bien faits et quand même une facilitation de la prescription. Ça, c'est un des outils, un des leviers qu'on peut mettre en avant. Très bien. Nous avons 5 minutes, peut-être une ouverture de la table ronde à l'assistance. Est-ce qu'il y a des questions, des gens qui voudraient intervenir sur un monsieur? Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a un micro à côté. On vous amène le micro. J'aurais pu... Oui, voilà. Si vous pouvez vous présenter juste avant d'intervenir. Oui, bonjour, Luc Perronnet, responsable informatique chez HU de Martinique. Évidemment, on aime bien l'innovation, mais on n'aime pas trop le changement. Hein. Ça, c'est le classique humain. Là, je m'adresse notamment aux représentants de l'ANAP. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une possibilité en termes d'accompagnement de changement, en tout cas d'anticipation, en dehors quand on met en place les projets, à chaque fois de devoir parler d'accompagnement au changement? Est-ce qu'il n'y a pas un gisement de choses à prévoir en termes de changement de culture dans les métiers, dans l'hôpital, et faire en sorte que la culture informatique devienne une réalité? Moi, en tant que responsable informatique, on est confronté à chaque mise en place de logiciel à la même problématique d'accompagnement au changement, et on recommence les mêmes process d'accompagnement avec, même si on a des méthodes, c'est toujours les mêmes méthodes. Est-ce qu'il n'y a pas là un gisement de quelque chose à faire, premièrement? Deuxièmement, est-ce qu'il n'y a pas dans le même esprit un gisement de choses à faire en termes de montrer l'exemple, montrer les réussites, montrer les expériences, ce qui ferait gagner du temps dans l'accompagnement au changement? Aujourd'hui, vous prenez n'importe quel jeune chauffeur de camion, vous le mettez dans un camion, si vous n'avez pas les vitesses automatiques, la direction assistée, etc., la climatisation, il vous dit qu'il ne conduit pas pour vous. Personnellement, ma voiture que j'avais il y a 30 ans et celle que j'ai d'aujourd'hui, c'est pas la même, c'est pas les mêmes technologies,
C'est pas les mêmes choses. J'ai pas eu besoin d'accompagnement au changement. La valeur de l'exemple, la valeur de la publicité. Est-ce qu'il n'y a pas un gisement de choses là à faire qui ferait que dans très peu de temps, l'accompagnement au changement sera moins important et moins une contrainte forte, ça sera simplement quelque chose à faire de manière beaucoup plus fluide. Alors, déjà, vous êtes mûr pour être ambassadeur hôpital numérique de l'ANAP, avec ce que vous venez de dire et de proposer. Alors oui, l'accompagnement au changement, c'est l'appropriation des réussites par les pairs. Donc travailler ensemble entre personnes qui créent de l'accompagnement au changement et qui partagent des trucs et astuces, c'est une des meilleures méthodes de développer la connaissance de l'accompagnement au changement. Deuxième élément, vous avez raison, c'est un sujet dans lequel il faut être entre guillemets un peu innovant, mais qui sera sûrement dépassé, on l'espère, dans quelques années. Et être innovant, encore une fois, c'est pas dans des bureaux d'ingénieurs, c'est sur le terrain. Donc innovez entre vous, partagez, et vous allez voir que la capacité d'innovation collective de gens qui se réunissent ensemble dans des communautés de pratique, elle est très supérieure à tout ce qu'on peut imaginer dans les bureaux à Paris. Troisième élément, il y a quand même des vieux trucs qui marchent. Quand vous dites on refait les mêmes trucs depuis 30 ans, moi je suis atterré quand on parle de la formation dans l'accompagnement au changement. C'est un truc de base, la formation. Je suis atterré quand je regarde les enquêtes de formation préalable pour les quelques établissements qui en font, de ceux qui osent regarder les salariés qui n'ont aucune compétence informatique. C'est un truc de base. Vous dites, on répète formation à l'informatique, c'est un truc de base. Il y a un établissement sur deux qui fait une enquête préalable avant de déclencher un plan de formation, d'accord ? Et dans cet établissement sur deux, il y en a 1 sur 5 qui vérifie les gens qui n'ont aucune compétence informatique. Donc si évidemment vous commencez à les former un outil métier, des gens qui vont ouvrir la fenêtre quand vous leur demandez de ouvrir la fenêtre ou la fermer, d'accord ? C'est mal barré. Donc là aussi, c'est fondamentaux. Ce que vous dites, c'est vrai. Déjà à la base, est-ce qu'on sait utiliser l'outil informatique de base ? Donc voilà, de grâce, vous connaissez ça par cœur, mais appliquez-le systématiquement. C'est des vieilles recettes, vieilles comme le monde. Et puis, dernier élément, et je m'arrêterai. Effectivement, le jour où les outils informatiques seront comme ce qu'on a sur nos téléphones mobiles, d'accord ? Ce qu'on appelle des affordances. Il y a des outils qui commencent à s'approcher de ça. On n'aura plus de formation. Il n'y aura plus de formation à l'outil. Il y aura de la formation professionnelle qui passe par l'outil. Je ne vais pas citer de marque et citer d'éditeurs parce que ça va fâcher les concurrents, mais aujourd'hui, on a certains sites qui ne font plus de formation informatique, qui apprennent la pratique infirmière dans l'outil. Mais l'outil il est tellement simple, c'est un tel support à la pratique métier qu'il n'y a pas besoin de passer 2 heures pour chaque professionnel à apprendre à savoir où je vais trouver le bouton et le menu machin pour arriver à envoyer la prescription à l'autre. Voilà. Donc vous avez raison sur tout. Mais comme d'habitude, c'est vous les gens du terrain qui avez raison, quoi. Donc le tout c'est qu'on se mette ensemble pour le faire partager, quoi. Merci, il ne reste plus qu'à convoquer Steve Jobs qui a certainement des idées à nous fournir en la matière.